vous avez présenté un résumé de vos conclusions, la juge Carteret vous a posé des questions, mon confrère de la défense de Yang Sari vous a posé des questions aussi, et j'aimerais vous poser certaines questions afin de jeter la lumière sur des aspects qui n'ont pas été abordés et donner des détails sur certains points, si vous êtes en mesure de le faire. Tout d'abord, j'aimerais vous poser quelques questions sur la santé mentale de Yang Sari, puis sur sa santé physique, et mon confrère Dara Smechan vous posera des questions sur les types de soins que Yang Sari peut recevoir au centre de détention des CETC. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de votre expérience à évaluer des personnes qui ont des déficiences cognitives alléguées et leur aptitude soit à introduire un plaidoyer ou à prendre des décisions dans le cadre de certains droits que leur confère la loi dans un pays donné. À votre curriculum vitae E62.1, j'aimerais citer votre curriculum vitae. Je cite donc, pour les patients sous ses soins cliniques, il a déposé plusieurs rapports d'experts devant les tribunaux selon une loi néo-zélandaise. Loi qui permet des tribunaux de prendre des décisions pour une personne, pour son bien-être, et pour ceux qui n'ont pas la capacité de communiquer leurs décisions, et aussi pour l'administration de la propriété personnelle lorsque quelqu'un est inapte à gérer ses propres affaires. La majorité de ces rapports concernent des patients ayant des déficiences cognitives. De plus, il a présenté des rapports à la Haute Cour de Nouvelle-Zélande sur la capacité à déposer de personnes dont les testaments ont été contestés. Il a aussi fourni une évaluation pour le tribunal qui permet de déterminer si une personne souffrant de déficiences tant physiques que cognitives était apte à être jugée. Dans un tel contexte, monsieur le professeur, pouvez-vous nous donner des informations supplémentaires sur combien d'affaires à combien d'affaires avez-vous participé? Combien de tels rapports avez-vous déposés? Et surtout sur cette question de la capacité mentale d'une personne à exercer ses droits et ses obligations. Très brièvement. Maître Carnavas, Monsieur le Président, puis-je être entendu? Le Président. Professeur Campbell, veuillez attendre. Maître Carnavas, vous avez la parole. Maître Carnavas, la question que pose le procureur est tant vague que non pertinente. Dans cette partie du curriculum vitae, il s'agit de la compréhension de quelqu'un de comprendre ce qui se passe, par exemple l'exécution d'un testament ou leur aptitude à gérer des décisions. Ce n'est pas du tout le sujet qui nous occupe, et c'est d'ailleurs une question générale. Nous parlons ici de Yang Sari, à savoir s'il est capable d'aider à sa propre défense, de suivre les audiences et de maintenir une concentration nécessaire à cet effet. Si mon confrère veut bien poser une question un peu plus précise, qui donc traite de la question dont nous sommes saisis, je n'aurai pas d'objection. Mais de simplement dire que le professeur a déjà déposé sur la capacité de quelqu'un à administrer son testament n'a rien à voir avec le cas en l'espèce, est inapproprié et non pertinente. Merci. Le procureur. Bon, je ne vois pas en quoi la question peut être encore plus pointue. Elle porte tout à fait sur l'expertise du professeur à donner une opinion sur le cas qui nous occupe pour Yang Sari. C'est tout à fait approprié.
បាទសំណួរដែលសួរបាញ់មិញនេះដោយតំណាង Le président. La question est jugée pertinente. La Chambre rejette donc l'objection de la défense. Professeur Campbell, veuillez répondre à la question qui vous a été posée. Le professeur Campbell, merci. J'évalue très souvent des personnes souffrant de déficiences cognitives et l'on me demande souvent de préparer les rapports pour les tribunaux. S'il n'y a pas quelqu'un qui aurait une procuration désignée. Bon, il est très difficile pour moi de vous chiffrer le nombre de rapports, mais à chaque mois ou deux de ma pratique, on me demande de me prononcer justement sur les sujets que vous avez évoqués. Le procureur, merci. J'aimerais d'abord parler de votre rapport du 3 septembre et celui du 6 novembre. J'aimerais que l'on parle un peu des tests que vous avez administrés pour déterminer si Ieng Sary avait les capacités cognitives nécessaires pour pouvoir participer au procès. Afin de déterminer l'aptitude à être jugé d'une personne, n'est-il pas vrai que l'on étudie deux aspects? Tout d'abord, les capacités cognitives et si la personne comprend la procédure et est en mesure d'y participer, comme vous l'avez indiqué dans le rapport du 3 septembre, sur les critères ou les qualités Strugar. Les facultés d'une aptitude à être jugée telles que prévues par l'arrêt Strugar. Réponse. En effet, j'ai passé du temps à examiner les fonctions cognitives de Ieng Sary dans les rapports précédents et récemment. Dr Sina Fazel et Lina Hood ont passé du temps à vérifier s'il comprenait bien la procédure, sa capacité à introduire un plaidoyer, les conséquences de ses actes. Et comme je l'ai dit, quand je l'ai vu cette fois-ci, je n'avais aucune raison de croire qu'il y ait eu de changement à sa capacité de comprendre ce qui se passe. Question. Toujours dans le rapport du 3 septembre, vous l'avez déjà dit, ce rapport a été élaboré par 3 médecins. Vous-même, le professeur Hood et le docteur Fazel. Avez-vous participé à l'évaluation des fonctions cognitives de Ieng Sary le 3 septembre, notamment le mini-examen de l'état mental qui lui avait été donné? Ou est-ce que votre évaluation était plutôt physique? Pouvez-vous nous dire en fait comment les tâches ont été réparties entre les 3 médecins et votre rôle? Réponse. Dans les rapports précédents, avant le 3 septembre, j'avais évalué tant les aspects physiques que cognitifs de son état de santé. Pour l'évaluation du mois d'août, comme Dr Lina Hood et Dr Fazel faisaient partie de l'équipe, je me suis concentré surtout sur les aspects physiques, mais nous avons comparé nos constatations avant de rendre le rapport. Question. Si vous vous êtes attardé surtout aux aspects physiques de l'examen, la pose d'un diagnostic et de recommandations pour un traitement, avez-vous eu des conversations avec lui pour voir quels étaient ses problèmes selon lui pour pouvoir porter le bon diagnostic? Réponse. C'est exact. Lorsque l'on examine quelqu'un, surtout, ou même s'il s'agit d'un examen physique, il est très important que le patient fasse état de leurs antécédents et surtout voir s'il y a cohérence entre les réponses qu'il donne. Si, bien sûr, ensuite on est préoccupé par un aspect, on peut poser des questions pour vérifier la mémoire et la compréhension du patient. Dans mes échanges avec Ieng Sary,
Je n'ai jamais eu de doute quant à sa capacité à comprendre, à se souvenir de ses antécédents médicaux et de les exprimer clairement. Question. Je vous remercie. Le mini-examen de l'état mental. Pouvez-vous expliquer brièvement à la Cour décrire pour la Cour cet examen et à quoi sert-il? Réponse. C'est un examen de la mémoire et qui aussi étudie l'orientation spatio-temporelle, mémoire à court terme, capacité à calculer et aussi quelques capacités spatiales. Et ces résultats ont dépassé le seuil nécessaire pour de bonnes fonctions cognitives. Question. Si je me souviens bien, il y avait eu un score de 28 sur 30. Et lorsque vous avez administré le test le 6 novembre, vous souvenez-vous du résultat? Réponse. Comme il avait des difficultés, enfin il avait mal au doigt, donc il a des difficultés à dessiner les pentagones, donc il a perdu 2 points, c'était donc 26 sur 30. Question. Mais quand il a essayé de faire l'examen, il avait assez de mouvement pour essayer. Réponse. Tout à fait. Mais il avait de la difficulté à exercer une pression sur le stylo qui lui permette de dessiner. Mais il n'y avait par exemple aucune préoccupation quant à ses capacités d'expression. Il était clair quand il parlait. Question. Quand vous avez parlé avec Yang Sari le 6 novembre, tout récemment, s'est-il plaint d'engourdissement dans ses mains et ses pieds? Bon, tout d'abord, je vous laisserai répondre à cette question en premier. Réponse? Oui. Question. Il a dit qu'il avait des engourdissements. Mais il pouvait quand même prendre un stylo dans sa main et essayer. Il pouvait bouger les membres, mais il avait un sentiment d'engourdissement. Plutôt que de dire mes membres sont engourdis, je ne peux donc pas bouger. Réponse. En effet, il s'agit d'un engourdissement périphérique. Il a aussi une faiblesse prononcée due au manque d'activité physique depuis plusieurs années et son âge. Question. Et quand vous parlez d'engourdissement périphérique, il s'agit de dommages des terminaisons nerveuses dans les extrémités du corps? Réponse. Oui. Surtout, c'est le toucher léger, mais il pouvait par exemple soulever le pied et ses réflexes distaux étaient aussi toujours bons. Question. C'est une sensation donc de fourmi dans les membres. C'est la même chose? On parle ici d'avoir des fourmis dans les jambes ou dans les doigts, ou est-ce quelque chose de différent? Réponse. L'engourdissement, c'est plutôt une sensation altérée, comme si c'était par exemple dans la ouate. Par exemple, quand j'ai fait passer un bâton le long de sa jambe et jusqu'à ses pieds, il a senti jusqu'à la cheville. Question. Donc il s'agit en fait d'une perte sensorielle, une réduction de la sensation, plutôt qu'un picotement. Réponse. On peut perdre on peut perdre tout sentiment de toucher, mais dans son cas, il s'agissait d'une réduction. Question.
En plus du test diagnostique, le mini-examen de l'état mental, j'imagine que votre d'évaluation des bonnes capacités cognitives ou de raisonnement, mais aussi j'imagine que vous discutez avec le client, dans ce cas-ci Yang Sari, afin de confirmer que sa conscience est bonne et son raisonnement est toujours bon. Ce n'est pas simplement l'examen, il y a aussi une autre composante, un autre volet à ce diagnostic. Réponse. En effet, il comprenait le processus, pourquoi nous étions là, son raisonnement, s'il est en mesure de faire état de ses antécédents médicaux avec exactitude, cela fait partie des analyses de raisonnement. Et aussi poser des questions sur sa famille. Par exemple, nous avons parlé de Yang Tirit et de ce qui lui est arrivé, combien de fois il l'avait vu. Et donc, je lui posais quelques questions là-dessus pour voir quelles étaient ses capacités de mémoire et il n'y avait aucun signe de déficience. Question. Est-ce aussi le cas que vous examinez la capacité à raisonner lorsque vous posez des questions à Yang Sari sur son état physique en plus de la mémoire, à court terme et à long terme? C'est donc une évaluation exhaustive que vous faites sur plusieurs volets. Réponse. Oui. Et on dépend aussi d'autres personnes, voir s'ils ont remarqué des changements. Les médecins qui s'occupent de lui n'ont pas fait état de tels changements et n'ont pas remarqué de déficience du raisonnement ou de la mémoire. Question. Au cours de vos échanges avec Yang Sari tout récemment, toujours sur le sujet de ses capacités cognitives, vous nous avez déjà expliqué quelles étaient vos discussions, des sujets que vous aviez abordés. Pouvez-vous résumer vos échanges avec lui? Quels étaient les sujets et pendant combien de temps vous en avez parlé? Réponse. Nous avons parlé de sa situation actuelle, de ses antécédents, comme je l'ai déjà mentionné. Et essayer aussi de comprendre de façon la plus précise possible quels étaient les étourdissements quand ils se produisent. Il a d'ailleurs été très constant dans la façon dont il en parle. Nous avons aussi parlé de sa famille, nous l'avons fait à la fin de la session pour nous assurer que c'était après qu'il se soit concentré dans ses échanges avec nous pendant un certain moment et nous n'avons remarqué aucune déficience. Question. On vous a posé aujourd'hui des questions sur les compétences professionnelles du docteur Fazel et du professeur adjoint Rout. Quant à leur compétence à administrer des examens pour déterminer la capacité à introduire un plaidoyer. Ils en avaient fait une évaluation au mois d'août et ont posé des questions précises sur la capacité à introduire un plaidoyer ou l'aspect d'aptitude à être jugé ou à participer à la procédure plutôt qu'une évaluation cognitive générale. Si nous pouvions consulter ce rapport du 3 septembre, je vois que vous avez une excellente mémoire, mais s'il était possible d'aller à la 5e page, ERN 0084 6191, document E11 86 1, et il s'agit donc enfin ils expliquent qu'ils ont discuté avec Yang Sari de sa compréhension de la procédure pénale et il semblerait que les professeurs se soient souvenus des facultés Strugar comme étant les critères juridiques retenus par le tribunal
pour que les médecins puissent déterminer si un accusé est apte à être jugé. Le point numéro 6. Pouvez-vous nous parler des 7 critères? Les 7 facultés découlant de l'arrest regard. អាចារ្យមកអត់ទាន់ឆ្លើយតបមានការ Le président. Professeur Campbell, veuillez attendre. La parole est à Maître Carnavas. La défense. J'ai une objection à ce que des questions soient posées sur le rapport du mois de septembre. Tel n'est pas l'objet de cette audience. Le professeur a dit qu'il connaissait les normes. L'accusation peut simplement demander quels sont les critères Strugard. Demander si ces critères ont été pris en considération par le témoin. Mais on ne peut pas poser la question en s'appuyant sur un rapport établi par d'autres personnes, car là j'ai une objection. D'autant plus que nous sommes ici pour examiner ce rapport avec ce professeur en se basant sur ces tests administrés récemment. Et depuis le mois de septembre, Yang Sari a passé près de 2 mois à l'hôpital. L'accusation. L'avocat de la défense vient de dire que ce professeur n'avait aucune compétence dans ce domaine pour savoir si quelqu'un est apte à être jugé. Il a aussi laissé entendre qu'il n'était pas compétent pour ce qui est d'évaluer les facultés cognitives. Or, ce sont ses spécialités, puisque c'est un gériatre. Il y a un instant, il a dit combien il avait d'expérience dans ce domaine en Nouvelle-Zélande. Donc, maintenant, la défense dit que le témoin n'a pas de compétences dans ce domaine, ce qui est parfaitement stupéfiant. Et c'est un euphémisme. Cela dit, la défense a aussi dit que ce rapport n'avait pas été rédigé par lui. Or, c'est lui qui l'a rédigé en collaboration avec 2 autres personnes. Le professeur vient d'expliquer comment ils avaient collaboré, comment ils s'étaient répartis le travail et comment leur avis se renforçait mutuellement. Donc on ne saurait prétendre que le témoin n'a pas rédigé le rapport. Il l'a signé. Je peux poser des questions. Auriez-vous signé le rapport si vous n'aviez pas adhéré à son contenu? Quand un expert peut faire référence à son propre rapport, c'est évident. Quant à savoir si le professeur était dans la salle quand les questions ont été posées, là n'est pas la question. Ce qui compte, c'est de savoir quelles sont les informations par lesquelles il peut aider la Chambre. Cette question a été soulevée par la défense lorsqu'elle a évoqué les qualifications nécessaires pour que l'évaluation du 3 septembre soit pertinente. C'est une question pertinente. Ce test a été administré très rapidement après celui qui avait été fait quelques jours auparavant. C'est tout à fait pertinent. Et je demanderai que le professeur soit autorisé à répondre. La défense. Monsieur le Président, l'accusation vient de déformer mon objection. Premièrement, nous sommes là pour entendre le médecin au sujet de son examen le plus récent. Deuxièmement, je ne sache pas que le médecin soit spécialisé en psychiatrie médico-légale. Il pourra nous le dire, mais c'est à ça que je faisais allusion. Personne n'a laissé entendre que ce médecin n'était pas qualifié dans la profession dans laquelle il dit être spécialisé. Nous n'avons non plus pas mis en cause les médecins qui ont fait les rapports du 3 septembre. Par contre, nous avons indiqué et nous avons montré le rapport à notre expert, lequel apparemment considère qu'il y a des raisons de croire que les tests effectués n'étaient pas appropriés. Donc, je ne vois aucun inconvénient à ce que ce témoin parle de ce qu'il a vu le 3 septembre.
Mais nous sommes ici pour savoir ce qu'il a fait au cours de son évaluation la plus récente. C'est ça le fond de la question. Les deux autres médecins ne sont pas revenus. Et lui n'est pas en mesure de faire des commentaires sur ce qu'eux-mêmes auraient dit ici, car ils ne sont pas ici. Peut-être qu'il a un avis. Peut-être qu'il croit que si les autres médecins venaient, ils diraient la même chose que dans le passé. Ce serait de la pure conjecture. Je ne pense pas que le médecin soit prêt à le faire. Mais il peut certainement parler de ses propres conclusions en les comparant à celles du 3 septembre. À ce moment-là, pas d'objection. Le président. La parole est à présent donnée à la juge Cartwright. La juge Cartwright. Merci, président. La Chambre a délibéré et a décidé comme suit. Il s'agit d'une ligne d'interrogatoire pertinente de la part de l'accusation. Durant le temps qui reste, l'accusation peut poursuivre dans ce sens. Par ailleurs, le rapport du 3 septembre n'a pas été contesté. Par conséquent, il fait partie du contexte et des documents pertinents que la Chambre examine aujourd'hui. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous rappeler la question. Les critères que vous deviez prendre en considération au sein du groupe de rédaction sont liés aux critères Strugard en rapport avec l'aptitude à plaider. Est-ce que vous pourriez indiquer de quoi il s'agit? Le témoin. Les critères étaient la capacité d'introduire un plaidoyer, comprendre la nature des accusations portées, comprendre le déroulement du procès, comprendre les éléments de preuve dans le détail, donner des instructions à un avocat, comprendre les conséquences du procès et, le cas échéant, faire une déposition. L'accusation. Merci. Prenons chaque critère un par un, par ordre, pour voir si la personne est apte à introduire un plaidoyer. Comment procède-t-on? Réponse. À la troisième ligne du rapport du 3 septembre, c'est Lina Fazel et Lina Wood qui l'ont fait. Ils expliquent leur méthode. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas refait cela, car cela avait été fait récemment. Et sur la base des antécédents ou de l'examen, rien n'indiquait de changement des fonctions cognitives, des changements quant à sa capacité à comprendre par rapport au rapport du mois d'août. Question. Nous avons parlé du fait que vous pouviez
déterminer les facultés cognitives en fonction de la manière dont ils parlaient de leur état de santé physique autant que leur santé mentale. Et donc, dans le cadre de l'examen du 3 septembre, par rapport à la santé mentale et physique de Yengsari, les réponses que vous avez reçues de Yengsari et votre avis sur ses facultés cognitives pour ce qui est de sa capacité à répondre, est-ce que cela cadrait avec les réponses qui avaient apparemment été données par rapport à ces 7 critères d'aptitude à plaidoyer sur le plan des facultés cognitives et de capacité à raisonner et à réagir et à répondre? Réponse. Effectivement, c'est la conclusion que nous avons tirée tous les 3, nous qui avons participé à son examen. Question. Brièvement, une question. Par rapport à sa capacité à introduire un plaidoyer, quelles sont les informations que les 2 professeurs ont consignées pour se convaincre et pour vous convaincre que ce critère était rempli? Si vous pouvez vous référer au rapport le cas échéant. Réponse. Ils ont examiné sa compréhension de la nature des accusations portées contre lui, la manière dont il serait jugé, les conséquences d'un éventuel verdict de culpabilité et sa capacité à donner des instructions à sa défense. Il a indiqué les méthodes utilisées. Question. Prenons le paragraphe 32. Comment ont-ils consigné leur avis selon quoi apparemment il était apte à introduire un plaidoyer? Comment les informations ont-elles été jugées pertinentes à cet égard? Peut-être que vous pourriez lire cela. Le témoin. Apparemment, il est capable de plaider, il pense ne pas être coupable, il dit que si c'était lui qui avait pris les décisions, ça aurait été différent. Mais il n'y avait pas participé. Il a dit qu'il n'était pas coupable. J'aurais dû être impliqué dans la décision pour être coupable, mais lui pensait qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Question. Apparemment, il comprenait fondamentalement les accusations portées contre lui. Comment y a-t-il réagi? Réponse. À nouveau, je vais citer le rapport. Il expliquait qu'il avait été accusé de crimes contre l'humanité. D'après lui, cela comprenait l'évacuation forcée, le fait d'avoir laissé des gens mourir de faim. En tant que dirigeant, on a été accusé de travail forcé, accusé de ne pas avoir dispensé de soins aux patients, crimes contre le bouddhisme, les moines, les catholiques, interdiction des pratiques religieuses, y compris la démolition de monastères et de pagodes. Question. Par rapport aux critères consistant à comprendre le déroulement du procès, les éléments de procédure, les interventions des témoins, des juges, la capacité de communiquer de façon intelligible sur tout ce qui serait dit par des avocats ou un témoin. Ils ont ici consigné son avis là-dessus. Peut-être que vous pourriez expliquer cela en le lisant. Réponse. Il comprenait le rôle des juges. Il a expliqué qu'il avait demandé à ses avocats de contester tout ce que dirait un témoin et qui, d'après lui, ne serait pas vrai. Sur cette base, nous avons considéré que Yengsari était capable de comprendre le déroulement du procès. Je suppose qu'effectivement, Yengsari a donné des instructions à sa défense en tentant de contester les témoignages. Question. Passons au paragraphe 55. Le professeur dit qu'ils ont pris comme critère le fait de comprendre les détails des éléments de preuve, comme incluant la capacité à indiquer quelles étaient les déclarations par lesquelles l'accusé n'était pas d'accord, et la capacité à informer son avocat quant à sa version des événements et concernant tout facteur qui devrait être mis en évidence pour sa défense. Et ensuite, ils indiquent leurs observations et observations faites par Yengsari à ce sujet. Pouvez-vous lire? Réponse. Ils disent
Sur ces facteurs, apparemment, Yang Sari a une certaine capacité. Il a présenté une défense systématiquement. Concernant ces accusations, apparemment, il avait une bonne mémoire de la période Khmer Rouge et des décisions prises par le régime. Question. Ensuite, le professeur parle de la capacité à donner des instructions à sa défense, y compris la capacité à coopérer avec son avocat, informer son avocat quant au fait du dossier et aider à la préparation de sa propre défense. Pourriez-vous ici donner leur impression quant à sa capacité à se faire? Réponse. Notre impression, c'était que Yang Sari était capable de coopérer avec ses avocats. Il a nommé son avocat international, il a dit l'avoir aidé, il a dit comment il avait choisi suite à une recommandation de son avocat cambodgien. À nouveau, quand je l'ai vu cette semaine, je lui ai posé la question et je lui ai demandé comment s'appelait son avocat international et il n'a pas eu de mal à s'en souvenir. Question. Passons à l'avant-dernier point. Il est indiqué que Yang Sari apparemment comprenait bien les conséquences d'une éventuelle déclaration de culpabilité. Comment est-ce que cette conclusion a été tirée? Réponse, je cite le rapport. Il a expliqué qu'il serait emprisonné à perpétuité, 10 ans ou plus. S'il n'était pas déclaré coupable, il serait libéré et pourrait rentrer vivre avec sa famille. Question. Dernier critère à présent. Les professeurs disent que d'après eux, Yang Sari est capable de déposer. Pouvez-vous indiquer sur quelle base cette conclusion a été tirée? Réponse. Apparemment, il comprend bien les procédures du tribunal. Il a dit que d'après lui, tous les juges lui poseraient des questions, après quoi l'accusation poserait encore des questions, puis les parties civiles. Peut-être la défense des co-accusés, et il a cité les 2 autres accusés. Il a expliqué qu'il essaierait de répondre à toutes ces questions. Question. Et dans ce rapport du 3 septembre, on en a déjà parlé, votre avis, ainsi que celui des 2 autres professeurs, c'était que Yang Sari ne souffrait pas de maladies mentales ou de déficiences cognitives dépassant ce qui est normal pour quelqu'un de son âge. Et quelqu'un ayant ses antécédents. Et dès lors, il n'y a pas de recommandation à faire concernant l'état mental ou les fonctions cognitives. C'était votre opinion le 3 septembre, c'est exact. Réponse, c'est exact. Cette fois-ci, dans mon évaluation, rien ne m'a fait changer d'avis. Question. Merci. 2 dernières questions là-dessus, en général, concernant la capacité à se concentrer. Mon confrère vous a interrogé en vous demandant s'il se pouvait que Yang Sari s'assoupisse durant l'après-midi et ne puisse pas suivre le procès. Et vous avez répondu que Yang Sari serait capable de se concentrer et de suivre l'audience durant toute la journée, compte tenu des pauses qui seraient faites notamment pour le déjeuner. Pourriez-vous préciser? Vous dites que les gens peuvent s'assoupir, mais qu'ils sont capables. J'aimerais que vous précisiez, car vous dites qu'il est capable de le faire pour toute la journée, moyennant les pauses. Vous dites que s'il veut le faire, il peut se concentrer à un certain niveau durant toute la journée. Est-ce que c'est ce que vous dites? Réponse. Oui, c'est ce que je dis. De toute évidence, il est plus faible physiquement à présent, mais dans les bonnes circonstances, ce ne serait pas problématique. Les audiences ne sont pas longues, il y a des pauses suffisantes. Comme je l'ai dit, souvent, les gens s'assoupissent,
dans certaines circonstances. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables de se concentrer. Ça veut juste dire que si les choses ne sont pas très emballantes, nous avons tendance à piquer du nez. Question. Donc pour vous, c'est plus une question de volonté. Volonté de se concentrer. Et non pas une question de capacité de se concentrer ou de participer. Réponse. Effectivement. Quand il y a des questions qui l'intéressent vivement, je suis sûr qu'il va rester concentré. Peut-être qu'à d'autres moments, pendant l'audience, cela ne lui semblera pas très pertinent et peut-être qu'à ce moment-là, sa concentration va diminuer. Mais c'est quelque chose de normal pour nous tous. Question. J'aimerais parler de la spécialité des qualifications. Vous dites que votre avis est différent concernant le syndrome d'insuffisance vertébro-basilaire. Ischémie vertébro-basilaire. Vous dites que votre avis est différent des médecins qui ont déposé, mais vous dites qu'il est possible que cela se produise plus tard. Pourquoi dites-vous que c'est une possibilité? Réponse. Je dis qu'aucun des symptômes actuels ne peut être attribué à une insuffisance vertébro-basilaire. Et à l'examen, il n'y a pas de signe montrant qu'il aurait eu un léger accident cérébrovasculaire à cause d'un manque d'arrivée de sang. Ce que je dis, toutefois, c'est qu'il a 87 ans, il a des antécédents de haute tension artérielle, il a aussi des antécédents de maladies coronaires. Autrement dit, ses artères coronaires sont étroites. Il est très probable qu'il y ait un rétrécissement de l'artère avec du coup une baisse d'arrivée du sang vers la tête, ce qui cause des symptômes. Et toute personne de son âge ayant de l'hypertension et une maladie coronaire est exposée à un risque d'accident cérébrovasculaire. Si demain il devait avoir un accident de ce type, ça ne voudrait pas dire que les symptômes actuels seraient liés à cette ischémie vertébro-basilaire. Question. Une personne d'un certain âge, relativement en bonne forme pour son âge, pourrait, malgré tout, avoir un accident cérébrovasculaire, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Il est plus exposé à cause de son hypertension et de sa cardiopathie. Actuellement, après l'examen, rien ne montre qu'il ait eu un accident cérébrovasculaire. Question. Le rapport du 19 septembre à présent. 00848 142. Il est question d'une fraction de réjection de 58%. C'est quoi une fraction de réjection et à quoi correspond le chiffre de 58%? Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable pour quelqu'un de son âge, même sans cardiopathie? Réponse. La fraction de réjection, c'est la portion du sang dans la chambre qui pompe le sang vers le corps, la proportion de ce sang qui est présente quand le ventricule a fini de se remplir par rapport à la portion qui est envoyée dans le corps. 58%, c'est un taux de préservation assez bon, compte tenu du fait qu'il a eu un accident cardiaque auparavant. Et sa masse musculaire du cœur ne se contracte pas pleinement. Question, si ce taux de réjection est raisonnable, compte tenu du fait qu'il n'y a guère de rétrécissement au niveau de l'artère à l'arrière de la tête, peut-on dire que même s'il
Il a des antécédents de cardiopathie. Actuellement, l'état de son cœur est stabilisé. Réponse. Oui, son état cardiaque est stabilisé mais précaire. Il n'y a pas eu de détérioration depuis que je l'ausculte, mais il a une insuffisance cardiaque et la capacité de pompage est limitée. Mais actuellement, cela est contrôlé grâce à la médication prise. Question. J'ai changé de thème, mais par rapport à d'autres médecins qui ont examiné Ieng Sary, vous concordez avec la plupart des diagnostics posés, n'est-ce pas? Ce que vous contestez, c'est uniquement l'aspect ischémie vertébro-basilaire, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Il y a eu un problème quant au retour du sang venant du cerveau, car les vertèbres cervicales faisaient obstacle. Peut-être qu'il y a eu un problème dans la transcription. Dans la transcription, il est dit clavicule, mais ce n'est pas plausible. Question. En tant que gériatre, peut-on dire que vous vous spécialisez dans tous les aspects fonctionnels critiques de l'organisme, puisque vous devez pouvoir examiner l'interdépendance entre différents types de troubles. En effet, à mesure que l'on vieillit, on attrape différents troubles par rapport à nos années de jeunesse. Si un problème précis se pose, nous nous adressons à un expert particulier. Mais dans votre domaine à vous, les choses ne sont-elles pas différentes? Puisque vous connaissez mieux le caractère interdépendant des différents troubles, ainsi que les liens de cause à effet entre eux. Réponse. C'est exact. Il y a deux aspects. Tout d'abord, pour quelqu'un d'âgé, 87 ans, il y a plus de morbidité. Cela n'est pas seulement lié au cœur, mais aussi aux artères, aux poumons et autres. Deuxièmement, si l'on examine un symptôme particulier chez quelqu'un de plus jeune, le plus souvent, cela peut être associé à une cause unique. Mais chez des personnes âgées, il y a souvent différents facteurs qui contribuent à l'existence d'un symptôme donné. Question. D'après les médecins que vous avez rencontrés et qui ont examiné Ieng Sary à l'hôpital, est-ce que certains de ces médecins, à votre connaissance, sont des gériatres dont c'est la spécialité? Réponse. Non, pas à ma connaissance. Je ne sais pas s'il y a des gériatres au Cambodge, vu la répartition par tranche d'âge de la population. L'accusation. Monsieur le Président, je pense avoir besoin d'encore 5 minutes environ. Mon confrère a environ 10 ou 11 questions à poser sur le traitement au centre de détention. Nous avons discuté avec les parties civiles qui ont indiqué avoir besoin de 15 minutes ou d'un peu moins. Compte tenu de l'heure qu'il est, je propose de continuer jusqu'à 16h10. Et si des observations sont nécessaires, peut-être qu'on pourrait revenir et nous organiser d'ici là. Est-ce que cela est acceptable? Si oui, c'est ainsi que je procéderai. Autrement dit, encore 20 minutes pour notre part.
បាទអង្គខ្ញុំអនុញ្ញាត Le président. Oui. Allez-y, mais assurez-vous d'être précis pour vous assurer de respecter le temps prévu. La défense. Vous demandez la parole. De quoi souhaitez-vous parler? Vous êtes ici en qualité d'observateur. Nous ne savons pas exactement ce que vous voulez nous dire. Maître Yannuzzi, merci Monsieur le Président et bon après-midi à tous et professeur Campbell. Bon, tout d'abord, j'aimerais simplement répondre à ce que vous venez juste de dire, mais ce matin, vous avez dit que les autres équipes de défense auraient la parole à la fin de la journée. C'est du moins ce que j'ai entendu, et c'est ce que nous avons tous entendu. Et juste avant la pause, déjeuner, vous avez dit que toutes les parties auraient la possibilité de faire des représentations. Le Président. Il y a sûrement malentendu. Mardi, nous avons indiqué au parti que seule la défense de Yangsari aurait le droit de participer à l'audience. Nous permettons à d'autres parties de venir en qualité d'observateur si elles le souhaitent. Mais nous sommes d'avis que les autres parties, à part la défense de Yangsari, ont le droit de s'exprimer. Donc, pouvez-vous rasseoir. Maître Yannuzzi, simplement une petite précision. Le président interrompt. Veuillez vous rasseoir. Maître Yannuzzi, j'ai une question générale au professeur Campbell et qui n'a. Le président, vous ne pouvez pas parler. Vous êtes ici pour observer. En tant qu'observateur, vous n'avez pas le droit de parole. Nous espérons que c'est clair. Veuillez vous rasseoir et veuillez vous assurer de bien profiter de votre position d'observateur plutôt que de partir à la procédure. Maître Yannuzzi. Non mais j'aimerais... Le président. Non. Vous n'avez pas le droit. Veuillez cesser d'interrompre la procédure, car nous allons manquer de temps. Thank you, Mr. President. We'll take heed of your... Le procureur, nous allons nous conformer à vos instructions et aller le plus rapidement possible. Bon, j'ai quelques questions. Mon confrère a quelques questions à vous poser à propos des soins que Yangsari peut recevoir. Les soins qu'il reçoit au centre de détention sont-ils suffisants? Et si c'est la meilleure solution médicale. Donc. Mes trois dernières questions sont les trois plaintes. Yangsari se plaint d'essoufflement, de douleur lombaire et d'étourdissement, de vertige. Êtes-vous d'accord pour dire que la préoccupation médicale immédiate serait qu'il tombe? Car vous l'avez dit, ses muscles ne sont pas aussi forts qu'ils ne devraient l'être. Donc le risque le plus immédiat qu'il court, c'est qu'il tombe. Et s'il se tombe, il pourrait se casser un os et il pourrait y avoir d'autres complications. Ce qui serait très néfaste pour sa santé. Est-ce juste dans les circonstances actuelles? Réponse. En effet, c'est un risque tout à fait réel, mais il en est bien conscient et c'est pourquoi il demande de l'aide de personnes autour de lui lorsqu'il doit bouger. Le procureur. Et maintenant, j'en viens à ma dernière question. Compte tenu de cela, êtes-vous d'accord pour dire que,
en plus des médicaments qu'il prend et des soins qu'il reçoit, ce programme d'ergothérapie dont vous avez parlé, toujours dans bien sûr les limites de ses capacités, est assez essentiel pour une amélioration de son état de santé, et que s'il ne commence pas un tel programme d'exercice physique, par exemple avec un déambulateur ou quelque chose du genre, son état se dégradera. Réponse. Oui, il est très faible. Il a une perte de masse musculaire. Il est donc très fragile et cela le rend susceptible à des chutes et à des fractures, mais cela veut dire ça réduit, ça vient compromettre sa capacité à résister à une infection. Donc, il court un risque. Et s'il était en mesure de participer à un programme, comme je l'ai décrit, cela permettra des améliorations, mais il faut qu'il coopère. Question. Et voilà donc ma dernière question. Avez-vous, d'après les discussions que vous avez eues avec Yang Sari, l'impression qu'il veut faire un peu d'exercice pour être un peu plus fort? Réponse. J'ai l'impression que c'est peu probable. Par exemple, lorsqu'il bouge, il se plaint beaucoup qu'il a mal au dos, et cela signifie qu'il en fait aurait des réticences à participer à un tel programme. Mais, s'il pouvait y participer, ce serait utile, sans doute. Question. Diriez-vous qu'avec un programme de physiothérapie et du coaching, cela lui permettrait d'avoir la confiance de commencer un tel programme d'exercice physique? Réponse. Certainement. Il faut que ce soit adapté à ses capacités, tant cardiaques et aussi ses fonctions musculaires. Il est bien malheureux qu'il n'y ait pas eu de tel programme pendant le temps qu'il a été hospitalisé. Le procureur. Merci beaucoup, professeur. Je vais maintenant laisser la parole à mon confrère. បាទសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពអង្គជំនះសូមគោរពអង្គសមាជិកសួស្តីលោក Chandra Rasmi. Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour à tous. Bonjour, professeur John Campbell. Je m'appelle Chandra Rasmi. Je suis coprocureur cambodgien. Et j'ai quelques questions à vous poser. Notamment sur les recommandations que vous avez déjà présentées dans votre rapport du 6 novembre, présenté à la demande de la Chambre. Dans votre rapport, il s'agit du document E238-4, ERM 00858949, en khmer, en anglais 00858700, au point numéro 19. Vous dites: il devrait quitter l'hôpital. Il ne reçoit aucun traitement médical qui ne pourrait être prodigué en dehors du milieu hospitalier. Votre recommandation est donc qu'il quitte l'hôpital et qu'il revienne au centre de détention. Pouvez-vous décrire les soins qui pourraient lui être prodigués au centre de détention afin d'améliorer sa condition ou son état? Réponse. Je pense que son état est stable. Comme je l'ai dit indiqué dans le rapport, il n'y aura aucun changement à son traitement médicamenteux, ou il n'y en a pas eu plutôt au cours des 2 ou 3 dernières semaines. Donc ce n'est pas que l'on envisage un changement à sa thérapie. Ce qui est le plus préoccupant présentement, c'est sa dépendance physique.
et c'est géré avec de l'aide qu'il reçoit pour l'aider à se lever, et il n'y a aucun besoin d'être en milieu hospitalier pour cela. Question. Devrait-on apporter des changements aux soins qu'il reçoit au centre de détention? Réponse. Il y a des médecins au centre de détention qui font le suivi de l'évolution de son état, et ils pourraient faire appel à des expertises nécessaires aux besoins. Le changement principal à ces besoins est une augmentation de la dépendance physique, mais cela peut être suivi comme ce l'était avant. Question. Pouvez-vous indiquer des traitements ou des soins supplémentaires à ce qui est déjà prodigué au centre de détention? Réponse. Je ne juge pas qu'il y ait besoin pour du soutien médical additionnel. J'ai demandé au médecin à l'hôpital pourquoi il jugeait qu'il fallait qu'il soit à l'hôpital. Et la réponse que j'ai eue, c'était en cas d'urgence. Il n'y a pas eu d'urgence récemment. Et s'il y en avait, elle pourrait tout aussi bien être traitée au centre de détention, et au besoin, il pourrait être transféré à l'hôpital. Il n'y a donc nul besoin de le garder en milieu hospitalier en anticipation d'une urgence éventuelle. Et je ne vois pas exactement à quelle urgence ils font référence. Réponse. Question. Merci. Jugez-vous le lit de Yengsari assez confortable pour quelqu'un comme Yengsari, ou recommandez-vous que des changements soient apportés à son lit? Réponse. À l'hôpital, il est dans un lit qui est semblable à celui qu'il y a dans la cellule de détention. Il est tout à fait à l'aise dans un tel lit. S'il doit s'asseoir un peu avec un soutien pour regarder l'écran, on pourrait peut-être considérer un lit dont la tête peut être surélevée. S'il se sent assez à l'aise et que cela ne cause pas de problème pour la partie lombaire, il serait peut-être opportun d'en installer un dans la cellule de détention temporaire. Question. Pensez-vous que la nourriture au centre de détention est adéquate pour Yengsari? Réponse. Oui, sa famille lui apporte de la nourriture supplémentaire, de la nourriture qu'il aime bien. Et cela peut se poursuivre. On pourrait utiliser quelques suppléments nutritionnels que l'on pourrait essayer s'il les juge, si cela lui convient. សូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការហាត់ប្រាណនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនេះតើឧបករណ៍លំហាត់ប្រាណណាដែល Question.
pourriez-vous expliquer à la Chambre quels seraient des équipements quelconques qui permettraient à Ieng Sary d'améliorer son état de santé, comme par exemple pour faire de l'exercice? Réponse. Cela dépendra du programme que le physiothérapeute établit pour lui. Il n'a pas besoin d'être très compliqué. Ce qu'il faut, c'est augmenter la force de ses jambes, et peut-être de simples poids aux chevilles lui permettraient d'augmenter la force de ses jambes, ce qui est le plus important. Il est très important qu'il continue à faire les exercices quand le physiothérapeute n'est pas présent. Ce n'est pas besoin d'un programme très compliqué. Il faut que ce soit très simple, quelque chose qu'il puisse faire sur une base quotidienne. L'accusation. Pouvez-vous faire des recommandations en matière de formation du personnel médical au centre de détention afin d'assurer la qualité des soins que reçoit Ieng Sary? Réponse. Je pense qu'il y a très peu, on ne peut envisager que très peu d'amélioration de l'état cardiaque de Ieng Sary. S'ils y ont des précisions, des demandes quelconques, ils peuvent faire appel à un cardiologue. OK សូមអរគុណសំណួរទៀតជាមួយនឹងការអនុវត្តដែលលោក L'accusation. Merci. Dans l'état de santé actuel de Ieng Sary, êtes-vous satisfait que les soins qu'il reçoit au centre de détention sont de même qualité que les soins qu'il reçoit par les médecins de l'hôpital de l'Amitié qui est mort soviétique? Réponse. Ce n'est pas tout à fait le même niveau de service. Il n'a pas au centre de détention accès quotidien aux neurologues et aux cardiologues. Mais comme ça qu'on état est stable pour l'instant, je ne juge pas que cela soit nécessaire, en tout état de cause. Le procureur, je vous remercie. J'ai une ultime question à vous poser. Portant sur vos recommandations. Jugez-vous que les soins qu'il reçoit au centre de détention sont suffisants pour lui permettre d'y rester plutôt que d'être hospitalisé? Réponse. Je considère que, compte tenu de son état stable, les soins qu'il reçoit au centre de détention sont tout à fait adéquats. Je pense qu'il aura besoin de soutien personnel additionnel au centre de détention, tout comme ce qu'il reçoit à l'hôpital. Mais il s'agit d'un soutien en termes de soins personnels. L'accusation. Merci beaucoup, professeur Campbell, pour vos réponses à mes questions et celles de mon confrère. Je vous souhaite bon voyage et bonne chance. Merci, Monsieur le Président, pour nous avoir accordé la parole. Le Président. À présent, la Chambre laisse la parole aux co-avocats principaux pour les parties civiles. Vous avez la parole.
Monsieur le Président, au nom des co-avocats principaux, je vais laisser la parole à mes confrères Van Litchet et Pascal Auboin pour les questions. បាទអញ្ជើញ សូមគោរពនឹងអង្គសវនកម្មទាំងមូល Maître Chudvanli. Monsieur le Président, bonjour. Madame, Messieurs les juges. Je m'appelle Maître Chudvanli. Je suis conseil des parties civiles. Je n'ai pas de questions à poser à l'expert. Mais j'aimerais maintenant laisser la parole à mon confrère. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, mes chers confrères et à tous ici présents dans le prétoire et la galerie. Bonjour Professeur Campbell, mon nom est Pascal Auboin, je suis avocat de la partie civile. Après avoir entendu les interventions de la Chambre, la défense, l'accusation et vos réponses, la partie civile s'estime parfaitement informée sur votre rapport d'expertise du 6 novembre 2012. Au nom de la partie civile, je vous remercie pour votre contribution au débat. Le Président. Merci. Il reste très peu de temps. Mais, comme nous l'avons indiqué ce matin, nous souhaitons laisser la parole aux parties pour leurs arguments, ou leurs conclusions, mais nous n'avons pas de temps. La Chambre informe donc les parties qu'il y aura une audience là-dessus lundi matin, le 12 novembre.មានបំណងនឹងដំណើរការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីមួយចំនួននៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយហើយកាលពីម្សិលមិញនេះ Après avoir entendu les conclusions, la Chambre entendra des témoins et la Chambre discutera avec le bureau de l'administration pour que Ieng Sary soit ramené au centre de détention. ទីឃុំឃាំងនៃអវតកហើយនឹងនៅថ្ងៃ Et il peut suivre les débats. La Chambre le ramènera donc au centre de détention d'ici à lundi. Lundi, la Chambre entendra les dépositions de témoins et parties civiles et demandera aux gardes de sécurité de conduire Ieng Sary à la cellule de détention temporaire pour qu'il puisse suivre les débats. Et nous demandons maintenant à l'expert qui est devant nous si Ieng Sary peut être ramené au centre de détention. Bon, nous venons d'entendre vos recommandations, docteur. Il n'y aura pas d'autres audiences avant lundi. Donc, entre-temps, nous voulons savoir, docteur Campbell, ce que vous en pensez. Thank you. As I've said in my report, Réponse. Comme je l'ai dit dans mon rapport, je ne vois aucune raison médicale pour qu'il demeure en milieu hospitalier, sous la condition que les soutiens additionnels qu'il reçoit, autrement dit qu'il reçoit de l'aide lorsqu'il passe de son lit à une chaise, et qu'il ne tombe pas et se casser quelque chose.
បាទអរគុណសូមផ្ដល់វិរៈជូនទៅលោកស្រីចក្រមទីវលខារ៉ៃ Le président. À présent, la Chambre laisse la parole à la juge Sylvia Cartwright pour qu'elle informe les partis et le public sur la condition de Ieng Sary et à savoir s'il devait être présent ou non lorsque nous entendons les parties civiles et les témoins. Ieng Sary a indiqué clairement qu'il renonçait à son droit de participer à l'audience pour l'audition de certains témoins et parties civiles. Et à présent, la Chambre laisse la parole à la juge Cartwright. Thank you, President. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. La Chambre relève qu'il convient de rendre une décision intérimaire concernant le lieu où séjournera Ieng Sary en attendant toute décision qui serait prise au sujet de l'état de santé actuel de Ieng Sary. La Chambre a pris note de l'opinion du professeur Campbell, selon quoi Ieng Sary actuellement n'a pas besoin d'être hospitalisé. La Chambre décide dès lors que Ieng Sary va retourner au centre de détention où il continuera de recevoir des traitements médicaux intégraux comme auparavant, comme discuté au cours de cette audience. La Chambre donne également pour instruction au centre de détention de fournir une assistance personnelle supplémentaire de manière à veiller à ce que Ieng Sary puisse avoir un degré suffisant de sécurité personnelle et pour faire face à ses besoins personnels comme sa toilette. Par conséquent, la Chambre ordonne que l'accusé Ieng Sary soit raccompagné au centre de détention des CETC. Elle relève que l'accusé a renoncé à son droit d'être présent pour la déposition des témoins qui ont été cités à comparaître pour le reste du mois de novembre 2012. En conséquence, la Chambre ne requiert pas sa présence dans la cellule temporaire au cours de ces audiences. Toute décision qui serait prise par la Chambre au sujet de l'état de santé de M. Ieng Sary sera rendue en temps utile et une ordonnance l'enjoignant d'être présent dans la cellule temporaire sera également rendue. La Chambre a l'intention de laisser aux parties l'occasion de faire des observations orales. Le lundi 12 novembre, après quoi commencera l'audition des témoins. La Chambre n'a pas encore décidé combien de temps de parole sera accordé aux différentes parties. Monsieur le Président, peut-être pourrions-nous en délibérer brièvement pour indiquer aux parties de combien de temps elles disposeront pour faire ces observations orales. Le micro du président n'est pas allumé, signale l'interprète. Le président. Merci beaucoup, professeur Campbell. Votre déposition en tant qu'expert est à présent terminée. Vous pouvez disposer. Votre rapport et votre déposition aideront la Chambre à délibérer concernant l'état de santé de M. Ieng Sary.
La Chambre déterminera s'il est apte à être présent aux audiences ou non. La Chambre vous souhaite bonne chance et un bon retour chez vous. Huissier d'audience, veuillez faire en sorte que le professeur Campbell puisse rentrer chez lui. L'audience touche à sa fin. Les audiences reprendront le lundi 12 novembre à 9 h du matin. Ce jour-là, la Chambre entendra les observations des parties au sujet du rapport et de l'avis du professeur Campbell. La défense de Ieng Sary disposera de 20 minutes pour ce faire. L'accusation et la partie civile disposeront respectivement de 15 minutes et de 5 minutes. Les 5 dernières minutes seront mises à la disposition de la défense de Ieng Sary, qui aura ainsi un droit de réplique. Lundi, la Chambre entendra aussi la déposition du témoin TCW 507. Une fois que les parties auront achevé leurs observations orales. La parole est à Maître Carnavas. Maître Carnavas, nous n'avons pas pu remercier le professeur Campbell d'être venu. Merci d'être venu déposer. Ça a été assez animé. Mais quoi qu'il en soit, merci d'être venu et bon retour chez vous. Le témoin, merci beaucoup. Merci à la Chambre pour sa courtoisie. J'ai utilisé aujourd'hui les manchettes que m'a donné ma fille. J'aurais pu donc appuyer sur un bouton et me faire éjecter, mais je ne l'ai pas fait et du coup je suis encore en place. Merci. Le président, agent de sécurité, veuillez conduire Ieng Sary au centre de détention. L'audience est levée.